Japan Expo, vous le savez, c'est une expo sur le Japan. Exceptionnellement, en cette belle année 2015, il s'est aussi passé plein de choses le samedi. Vous ne me croyez pas? Vous ferez moins les malins après avoir vu ce sommaire en images. On commencera cette première partie du samedi avec un live report sur le Jagmo Quatuor. Ken et Chun-Li nous envoient dans les cordes, moi je dis ok. Ensuite, on ira faire le tour des stands consacrés au voyage et au terroir japonais. Puis nous irons faire un tour du côté du hall jeux vidéo avec principalement Nintendo, et c'est un gros morceau. On retournera alors du côté des stands animé manga, avec même, il paraît, quelques artistes français dans le lot. Enfin, on terminera cette première partie du samedi avec l'interview de Yoshiki. Il avait des choses à vous dire, vous allez voir. La sagesse populaire nous dit « pas de nouvelles, bonnes nouvelles ». Et pourtant, dans la séquence qui suit, il y a des news. Elles sont nouvelles et elles sont plutôt bonnes. À Japan Expo, il y a du Japan, plein même, mais il y a aussi de l'Expo, et heureusement, sinon ce ne serait plus Japan Expo. Cette année, pour faire honneur à la venue de Sadamoto Yoshiyuki, mais également pour fêter les 20 ans d'Evangelion, une magnifique expo a été montée. La scénographie est impressionnante et ce dédale d'immeubles surplombés par un Eva géant, ça en jette. Cependant, le contenu était assez léger. Quelques vitrines de goods, des cellulos, ainsi que leurs croquis préparatoires accompagnés de quelques illustrations. Juste à côté étaient accrochées les œuvres de Monsieur Kobayashi, dont vous avez déjà pu apprécier l'interview dans un précédent sujet. Pour ceux qui ont connu Cobra, Rémi sans famille, ou plus récemment Berserk et Utena, l'émotion est grande. Le travail des décorateurs est rarement mis en avant de cette manière, et l'exposition permettait même de découvrir certains décors en plusieurs couches. Bien que les légendes fussent parfois un peu approximatives, c'était absolument passionnant. Enfin, Kurokawa avait monté une très jolie exposition consacrée à Arakawa Hiromu, l'auteur de Fullmetal Alchemist, pour fêter un anniversaire important pour l'éditeur. Il y a 10 ans, en effet, le nouveau label manga de Fleuve Noir lançait ses premiers mangas, dont la version française de Fullmetal Alchemist. Après Japan Expo, cette exposition devrait d'ailleurs faire une tournée en France, chez plusieurs libraires de province. Pensez à vous renseigner pour savoir si l'expo passera près de chez vous. Jagmo, non, ce n'est pas une créature mythique, mi-jaguar, mi-morse, c'est le Japan Game Music Orchestra. Un orchestre professionnel qui se consacre au répertoire vidéoludique. À Japan Expo, c'est en formation quatuor à cordes que nous avons pu les voir en showcase. Si vous les avez ratés ou si vous êtes amnésique, on vous a préparé un joli live report. Le programme de la scène Karasu était bien rempli à Japan Expo. Beaucoup de genres y étaient représentés et même la musique de jeux vidéo s'y est fait une place. L'orchestre Jagmo Quatuor, composé de 4 musiciens à cordes, réinterprétait de grands classiques bien connus de tous, et cela pendant un peu plus d'une demi-heure. Et quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance que de commencer par du Mario? Malgré leur décontraction apparente et leur cosplay de personnages de Street Fighter, ce sont bien des musiciens professionnels qui ont décidé de former cet orchestre en 2014. Les 4 membres de Jagmo nous ont fait un joli clin d'œil à travers leurs costumes, car il ne s'agissait pas juste de cosplay, ils incarnaient bel et bien le drapeau de la France. Le nom qu'ils ont choisi, Japan Game Music Orchestra, annonce tout de suite la couleur, on comprend immédiatement quelle est leur spécialité. Initialement prévus pour animer des quiz sur la scène Take, ils ont finalement gagné un créneau dans la salle de concert officielle de l'événement le samedi à 13h45. Dommage que cela se soit fait sur le tard et qu'il n'ait donc pas eu la même visibilité que d'autres. Si la plupart des gens ont apprécié la performance, certains ont été surpris par les réarrangements. Ces mélodies ont été réadaptées pour un quatuor à cordes et de plus, les thèmes étaient regroupés en medley, ce qui impliquait forcément de retravailler certains passages des mélodies.
Quoi qu'il en soit, le courant est bien passé entre les musiciens et le public qui a passé un bon moment. Japan Expo, comme son nom l'indique, c'est un rendez-vous pour tous ceux qui aiment le Japon d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs l'occasion de découvrir de nouvelles régions de ce beau pays, d'apprécier la finesse de l'artisanat traditionnel. Pour les Japonais, Japan Expo, c'est un peu une aubaine. Pensez donc, en quelques jours, plusieurs dizaines de milliers de personnes vont venir et sont, pour la majorité, déjà conquis par la culture japonaise. C'est pour cela que ce genre de stand, dont le but est de promouvoir certaines régions du Japon, se font de plus en plus nombreux d'année en année. Bref, si vous ne venez pas au Japon, le Japon viendra à vous. L'espace Japon traditionnel est devenu au fil des ans un incontournable du salon. Ici, les allées sont moins bondées que du côté jeux vidéo par exemple, mais une grande partie des visiteurs apprécient ce petit bout de Japon authentique et toutes les découvertes qu'il est possible de faire dans un seul et même espace. Les stands qui viennent faire la promotion des régions et qui invitent les festivaliers au voyage sont de plus en plus nombreux. Cette année, le stand de Kyoto était le plus remarquable et le plus remarqué. 今年は、大きく3つのエリアに分かれたブースになってまして、1つはポップゾーンとしまして、アニメの原画展示をしてます。で作品は京都市が舞台の有頂天家族の作品を展示してます。で2つ目が、このトラディショナルゾーンで、浴衣の着付け体験とお茶を飲んでいただくコーナーを作るなどしてます。 De plus, chaque personne qui enfilait le kimono pour se faire prendre en photo pouvait participer à un tirage au sort pour gagner un voyage à Kyoto. で3つ目がステージゾーンで京都小町踊り子隊といいまして和服で踊る女の子3人組の子たちのイベントを行ってました。本当に京都を大好きなフランスの方が多いんですけど、まだまだやっぱり来たくても来れないっていう方もいるんですけども、ぜひ一度来ていただけるとまたさらに来たくなるような街だと思うので、ぜひ京都に来てください。 Kyoto espère séduire un jeune public et favoriser ainsi le tourisme dans sa ville. Mais la ville de Kyoto n'était bien sûr pas la seule représentée ici. On trouvait également d'autres régions, comme Takamatsu par exemple. ジャパンエキスポが、4年前から、ある日本の都市を取り上げて、ラビル・ダンビテということで一つの都市を取り上げてくれるんですけども、今年高松市、私の町がその町に選ばれて、それでこのスタンドを出すことにしました。 Charme de Takamatsu, il y en a tellement, c'est difficile de tout lister. Déjà, on possède un des 3 plus beaux jardins du Japon, qui s'appelle le jardin de l'insuline, où on trouve 1 millier de pins qui sont entretenus à la main. Vous pouvez voir les artisans au travail tous les jours. Il y a des étangs, c'est absolument magnifique. Et ensuite, l'autre charme de Takamatsu, c'est la mer, bien sûr, la mer de Seto, avec les îles. Il y a 13 petites îles autour de Takamatsu qui accueillent un festival d'art contemporain qui s'appelle la Triennale de Seto-Uchi. Alors le principe, c'est qu'on trouve des œuvres d'art sur les îles, c'est comme une chasse au trésor. On va d'île en île et puis on rentre un petit peu dans les maisons, on va trouver les installations, les œuvres, on participe, on rencontre les artistes. Et la prochaine édition aura lieu en 2016. Juste à côté, on pouvait admirer le stand de la compagnie japonaise Ion. Un stand qui ne vend rien, mais qui expose simplement diverses nourritures conditionnées, comme des nouilles instantanées ou des plats au curry. Quiconque est déjà allé au Japon a sûrement été fasciné par le design coloré et inventif de tous ces produits alimentaires qu'on trouve généralement dans les combini. Et ce stand mettait parfaitement en valeur ce savoir-faire très particulier. このディスプレイ見てもらうとすごい感動してくださるので、ただ買いたいっていう人がすごく多く、アニメとコラボレーションしたパッケージだとか、あと日本の地方の限定のカップラーメンとか、そういうところが魅力だと思います。 À l'intérieur de l'espace tradition, on trouvait également une structure à la forme labyrinthique avec une scène tout au centre. Il s'agit du Wabi Sabi, une grande exposition d'un certain courant artistique japonais.
日本の本物をコンセプトに、行っている、日本の伝統文化のパビリオンです。伝統工芸品や日本の美術品など、アイテム数でいうと約2000アイテムが展示されています。準備はですね、1年ほどかかってます。このジャパンエキスポフェスティバルが終わるともうすぐに来年の準備を始めて、また翌年の開催に、向けて準備をします。Et en cherchant bien, on trouve même des passionnés d'artisanat japonais qui viennent pour présenter certaines pièces dont ils sont très fiers. On est 3 Suisses avec un employé au Japon et notre but c'est de ramener des produits artisanaux du Japon qu'on ne voit pas en Europe. Et là par exemple on a 2 familles qui sont représentées. Il y a la famille Nosaku qui fait des travaux de lac traditionnels japonais et la famille, une autre famille qui fait des couteaux japonais depuis 9 générations. Je pense que ça démontre assez bien ce qu'il est capable de faire avec les travaux de lac japonaises. La pièce est en une pièce de bois, elle est coupée à la main et ensuite il y aura plusieurs couches de lac et après justement on peut ajouter les détails artistiques de ce, par exemple comme ici. Et pour arriver à ce niveau de détail là par exemple ils utilisent même des aiguilles au lieu des pinceaux pour peindre de la poudre d'or par-dessus cette assiette. Donc on a vraiment une gamme qui va des objets utilitaires à quelque chose de vraiment artistique. Et ça c'est quelque chose qu'on trouve vraiment au Japon, des gens qui prennent du temps de faire de l'art. Et c'est vraiment ce qu'on aimerait partager. Est-ce que tu fais ça par passion ? Beaucoup par passion, et puis on espère qu'un jour on pourra en vivre. Mais pour le moment on est tous étudiants et on partage notre passion. Vous l'avez vu, l'un des plus beaux stands de région cette année, c'était celui de Kyoto. Alors si vous avez la chance d'aller au Japon, et moi j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Kyoto, c'est vraiment une ville qui est vraiment magnifique, qui est forcément moins grande que Tokyo, donc un peu plus on va dire à dimension humaine. Donc voilà, les trajets en transport en commun sont quand même un peu moins immenses que dans la mégapole Tokyo. Il y a plein de choses à voir, des temples magnifiques. Moi j'aime beaucoup le Yasaka Jinja, et sur le Kiyomizu-dera. Mais le pavillon d'or, le pavillon d'argent, bref. Prévoyez plusieurs jours hein, si vous pouvez, parce que je pense que Kyoto c'est vraiment une ville qui mérite qu'on y passe une petite semaine. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses super à voir. Et c'est marrant parce que magie de la transition, Kyoto c'est aussi la ville où est née l'entreprise Nintendo. Et comme à Japan Expo c'est aussi le paradis du jeu vidéo, il y aura des stands démesurés, comme celui de Nintendo. Bon, il y a aussi des stands de toutes les tailles, c'est un peu comme dans la vie. Et puis c'est surtout l'occasion de découvrir les toutes nouvelles disquettes à la mode et même pourquoi pas des CD-ROM en avant-première. Présent comme à l'accoutumée sur le salon, Nintendo s'était réservé un très grand espace dans la zone dédiée aux jeux vidéo. Tout juste revenu de l'E3, le constructeur, éditeur, développeur proposait sur son stand une sélection assez honnête de jeux récents ou à venir. Et si le fameux Metroid Fédération Force n'était pas de la partie, les visiteurs pouvaient mettre la main sur les excellents Pokémon, Splatoon, Mario Kart ou Super Smash Bros. Et prouver leur valeur au cours de différents tournois. Vous pouvez aussi tester en avant-première Mario Tennis Ultra Smash et incarner au choix Mario ou Bowser dans une petite démo jouable à la manette pro. L'occasion de voir à quoi ressemblera ce joli jeu de sport, évidemment très typé arcade, mais aussi et surtout de confirmer une impression donnée par le premier trailer. En effet, au niveau de la jouabilité, on se situe plus du côté de l'épisode sorti sur N64 plutôt que de celui sorti sur GameCube. Autrement dit, Ultra Smash paraît moins chargé en power-up et semble pousser davantage les joueurs à enchaîner intelligemment Lift, revers et Smash pour gagner des points. Un choix judicieux de la part de Nintendo qui nous donne de bons espoirs quant à la qualité de ce futur volet après un Mario Power Tennis assez décevant. À quelques mètres de Mario Tennis se trouvait un autre jeu présenté lors du dernier Digital Event, The Legend of Zelda Triforce Heroes. Et comme nous sommes 3 à la rédaction, les conditions étaient idéales pour venir à bout de quelques énigmes et boss dans cette plus ou moins suite de Four Swords. Pour rappel, il s'agit d'un spin-off de Zelda recuisinant tous les principaux ingrédients de la série à la sauce multijoueur. Il y a donc des ennemis à tuer à coups d'épée, des objets à trouver dans des coffres, des donjons à explorer, mais la différence c'est qu'ici, les puzzles ont été conçus pour être résolus à 3. Les 3 Links peuvent et doivent ainsi se concerter, communiquer et s'entraider pour avancer car la barre de vie est commune.
Grâce à une petite manipulation facile à réaliser, ils peuvent d'ailleurs se faire la courte échelle et former un totem, ce qui leur permet d'atteindre de nouvelles hauteurs ou de réussir à toucher le point faible d'un ennemi. Pour notre part, nous n'attendions pas grand-chose de Zelda Triforce Heroes, et pourtant, cette première prise en main s'est révélée très satisfaisante. Même s'il nous a fallu quelques morts drôles mais bien bêtes pour enfin venir à bout du premier boss qui s'est présenté à nous. Le jeu que nous avions le plus hâte d'essayer était cependant Star Fox Zero. Incontestablement l'un des plus gros titres de ce stand, ce jeu de shoot spatial, développé en collaboration avec Platinum Games, était lui aussi jouable, et la démo nous permettait notamment d'effectuer le premier niveau, Corneria. Une mission qui, comme les images émanant de l'E3 nous le montraient, est extrêmement similaire à celle de Lylat Wars, avec des ennemis et des bâtiments situés quasiment au même endroit. Encore une fois, il s'agissait d'une première prise en main pour nous, et si Star Fox ne nous a pas semblé graphiquement époustouflant, l'ensemble, plutôt fluide et agréable à jouer, ne paraît pas aussi catastrophique que prévu. Tout comme avec Splatoon, il faudra toutefois un petit temps d'adaptation pour réussir à maîtriser parfaitement la visée au gamepad et parvenir à utiliser à bon escient les deux écrans. Car pour rappel, celui de la télé donne une vision d'ensemble de l'action, tandis que celui du gamepad affiche la vue du cockpit. Un fonctionnement qui peut paraître un peu déstabilisant au début, mais qui se révèle finalement prometteur. En étant un peu attentif lors du combat contre le premier boss, on pouvait d'ailleurs découvrir une deuxième façon de terminer la mission. Une partie du boss qui a été détruite. Voilà, et en fait, ici, là, il y a une entrée. Switching to all range mode. Let's take the offensive. De même, un grand espace était réservé à l'autre star du stand, Super Mario Maker, l'outil qui permettra aux joueurs de concevoir et de partager leur propre niveau de Super Mario. Après avoir appris les bases de son fonctionnement et découvert que le passage d'un moteur graphique à un autre n'était pas seulement esthétique, mais avait aussi des conséquences au niveau de la jouabilité, nous avons pu tester nos compétences en matière de level design en créant et en essayant notre tout premier niveau. Ok, bon bah on va voir le niveau que m'a concocté Emric. Il est assez dur. Il est assez dur. il y a des pièges redondants. En fait, il est facile. Regarde ce saut. Ok, donc là tu m'as mis des petits sauts un peu plus, d'accord, ouais. Regarde comment on joue à Mario. Regarde. Voilà. Bon, quelques tentatives, mais ça s'est passé plutôt bien. Ok, donc là j'ai changé, je veux vérifier si ça conserve l'inertie et le feeling de chaque génération de Mario. Ça a l'air d'être le cas, on a vu tout à l'heure le dérapage du premier Mario. J'ai l'impression qu'on reconnaît un petit peu à chaque fois les feelings de chaque époque de Mario. Et c'est Et les stands animé manga dans tout ça. Alors là, vous allez me dire, quelle est la différence entre un animé et un manga? Et pourquoi est-ce qu'on doit dire un animé et pas un anime? Bon, alors déjà, il n'y a pas de question bête, hein, comme il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saute gens. Non, il n'est jamais sot de rappeler qu'un manga, ce n'est pas un animé. Et vice-versa, c'est vachement bien, allez le voir. En tout cas, des stands d'animé et des stands de manga, il y en avait un sacré paquet. Et aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement aux artistes français et aux visual novels qui n'ont pas grand-chose à voir avec le visual kei, d'après mes sources. Japan Expo, ça continue. Il faut tenir bon, il reste encore pas mal de choses à voir. Sans compter que le temps presse avec tous ces invités et tous ces stands. Pas sûr qu'on puisse voir tout ce qu'on veut avant la fermeture du salon. Ne serait-ce que passer sur le stand Pika qui fêtait ses 15 ans cette année. Pour célébrer cela en beauté, l'éditeur accueillait l'invité d'honneur manga de cette année, Akamatsu Ken, le créateur de Love Hina et de Yu-Gi-Oh! Holder. Le stand de l'éditeur était donc en bonne partie consacré au mangaka. Mais pas le temps de s'y attarder, on y reviendra plus tard.
En plus des traditionnels Fairy Tail ou encore l'attaque des Titans, Pika proposait également des rencontres avec ses auteurs français comme Renaud Lemaire pour la série Dreamland ou encore Vald. Delcourt disposait cette année encore d'un stand imposant car le groupe accueille désormais 3 collections en son sein. Pierre Valls, directeur du label Delcourt Manga depuis début 2014, commence désormais à imprimer sa personnalité chez l'éditeur. J'ai repris le catalogue qui avait été fait par Akata. Donc en fait, au début, j'ai commencé à éditer les titres qui étaient dans le catalogue. J'ai pas pris beaucoup de nouveautés pour pouvoir avoir une sorte de continuité. Et là, petit à petit, il y a des nouveaux titres qui arrivent, comme par exemple Innocent, qui est sorti en mars, Rin qui sort en mai, et Yamada-kun de Seven Witch, qui lui sortira fin juin, je crois, pour fin juin, début juillet. Donc petit à petit, j'amène de nouvelles séries par rapport au catalogue Akata, et des séries qui reflètent mes goûts, qui sont, comme vous pouvez le voir, assez éclectiques. Après avoir publié Innocent, un seinen torturé dont nous avions pu rencontrer l'auteur il y a quelques mois, Delcourt mettait cette fois en avant un titre shonen plus accessible, Yamada-kun and the Seven Witches, dessiné par une ancienne assistante de Mashima Hiro, Yoshikawa Miki. L'histoire, donc c'est en fait un jeune adolescent qui est un peu la racaille, le voyou du lycée, et qui un jour se retrouve dans le corps de la meilleure élève du lycée. Donc c'est le swap, le switch assez classique, sauf que là, ça renouvelle complètement le genre parce qu'en fait, ils peuvent swapper et déswapper et se retrouver dans leur corps au départ. Et derrière cette comédie pleine de rebondissements, il y a aussi une question un peu plus on va dire intéressante, c'est qu'on se rend compte qu'en changeant de corps, ils apprennent à se connaître eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont le regard des autres personnes sur eux. Le groupe Delcourt gère désormais la collection appelée auparavant Akata. Renommée Delcourt Manga, elle fait partie désormais de l'offre de Delcourt aux côtés de la collection Tonkam et de celle de Soleil. En plus de problématiques comme une offre numérique qu'il faut développer, malgré un attachement évident à l'édition physique, il faut donc diriger 3 collections différentes de front. Chaque collection, donc soit Tonkam, Soleil Manga ou Delcourt Manga, chaque collection a sa propre identité qui reflète un peu la personnalité des éditeurs. Il n'y a pas vraiment de compétition ou de choses comme ça. En fait, on travaille plutôt en synergie. Chacun recherche les titres qui les intéressent. Ensuite, on se réunit et on dit voilà, moi j'ai trouvé ça, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, après, il y a un échange qui se fait entre nous. Et parfois, il peut arriver que Pascal Lafine, chez Tonkam, me dise ah bah tiens, j'ai trouvé ce titre, mais je pense qu'il est plutôt pour toi, et inversement. Donc en fait, on se concerte en amont, on décide les titres que chacun va prendre, et ensuite on fait les offres aux éditeurs japonais. Alors parfois on se dispute un peu. Sur un titre, on peut dire non, c'est moi qui le veux, il sera mieux chez moi. Mais bon, on se dispute entre nous, après on prend une décision, et donc finalement ça se passe plutôt bien, quoi. Le marché du manga est bien installé en France. Il y a beaucoup de lecteurs et à partir de là, c'est aux éditeurs à être malins et à trouver les bons titres et à faire que leurs titres se vendent bien, quoi. Un marché qui a tendance à se stabiliser par rapport aux années précédentes, qui accusait un certain recul, et une nouvelle dynamique chez Delcourt qui va permettre d'imprimer un peu de nouveauté chez l'éditeur. Moi, je vais apporter petit à petit des séries comme ça qui n'étaient pas très présentes chez Akata. Donc voilà, petit à petit, j'ai amené des séries comme ça, mais je veux garder aussi la ligne, garder la ligne seinen, qui était très bien chez ce qu'avaient fait Dominique et Bruno, que je trouve très bien. Il y avait des tas de bons titres. Donc je veux garder cette ligne de seinen, mais peut-être rajouter un petit peu plus de shonen ou de comédie, un petit peu comme celle-là, quoi. On va essayer de rajeunir un petit peu le lectorat, garder les seinen, garder les shoujo aussi, parce qu'il y avait une très bonne ligne shoujo auparavant. Donc voilà, moi je veux garder les fondamentaux et puis peut-être un petit peu rajeunir et ouvrir sur quelques genres, et notamment le shonen. L'an dernier, All the Anime ou Atanime proposait ses premiers titres. Après des départs un peu chahutés, l'éditeur propose un catalogue avec des titres qui font toujours chaud au cœur et dont on ne parle jamais assez. Kill la Kill, Gurren Lagann, Les ailes de Néamis. Une année donc qui a été mise à profit pour s'améliorer toujours plus. On a passé une année à récupérer des gens, construire une équipe, préparer les choses, voilà. On est très content du travail qui a été réalisé. On est très content des titres qu'on a et qu'on est en train de publier et qu'on va publier. C'est toujours aussi pas facile de produire des titres et de tenir des plannings, et ça pose toujours un nombre innombrable de problèmes. Ça n'a pas changé malheureusement avec le temps.
mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on s'amuse. Donc voilà, donc je pense que le mieux c'est de laisser les gens juger sur les titres qu'on a. Nous on est assez satisfaits. On n'a pas toujours 100% de réussite, mais je pense honnêtement que cette année on a fait 80%. Pour Japan Expo, évidemment, l'éditeur avait préparé quelques nouveautés. Pour Japan Expo, nous avons deux séries qui sont très attendues, qu'on pousse depuis longtemps, parce que maintenant avec le simulcast, on sort des DVD un an après. Donc on a Sword Art Online la saison 2 et Tokyo Ghoul. Sur des éditions où, ma foi, il y a des gens qui sont vraiment défoncés et qui ont fait quelque chose de vraiment beau. Donc j'en profite pour leur dire bravo, parce qu'ils m'écoutent pas en ce moment. On a annoncé la sortie au cinéma de Miss Hokusai et d'une trilogie de 3 films de Project Ito de science-fiction qui promettent beaucoup. On pousse notre nouveau festival Paris Loves Anime où tous les mois on essaie de faire un film si possible en avant-première ou proche du Japon au Grand Rex. Miss Hokusai est le film le plus récent du réalisateur Hara Keiichi, à qui l'on doit déjà Un été avec Kou et Colorful. Il est reparti du festival d'Annecy 2015 avec le prix du jury. Autant dire que sa sortie début septembre est attendue de pied ferme. En fait, moi j'ai qu'une chose à dire sur ce film. Regarder ce film, c'est avoir envie de remonter dans le temps, dans Tokyo, à l'ère d'Edo et vivre là-bas pendant quelques jours. C'est vraiment ça, l'effet que ça fait. C'est incroyable de beauté, mais de précision et surtout de décrire une vie le plus naturellement possible qu'on a envie de vivre. L'éditeur en profitait aussi pour s'écarter un petit peu de l'édition DVD et Blu-ray pour présenter un projet inédit. Là, on a annoncé quelque chose qui me tient beaucoup à cœur cette semaine. C'est la création d'un jeu de plateau de l'Attaque des Titans. Qu'on présente pour la première fois en prototype. Il est pas fini, mais il est jouable. Donc là, ils sont derrière le mur avec un titan colossal qui est en train de le casser, en train d'essayer de lutter contre le titan avec des dés, etc. Et c'est très important pour moi, pas que parce que c'est un jeu de l'Attaque des Titans, mais parce que c'est un jeu qui a été conçu par des créateurs français connus, Ludovic Maublanc et Antoine Boza, pour ceux qui jouent au jeu de plateau. Et que c'est une étape où on apporte, créer un jeu, c'est créer une mécanique, donc c'est ajouter des choses sur l'univers de l'Attaque des Titans. Et c'est très difficile de travailler sur le contenu au Japon, puisqu'il est fait entièrement pour les Japonais. Donc c'est un mode d'approche quand même pour rajouter quelque chose à un univers transmédia sans exploiter seulement ce qui a déjà existé. Et du coup, ça en fait un projet parfaitement passionnant, qu'on est en train de mener à bien, qu'on va sortir l'année prochaine, pas qu'en France d'ailleurs, c'est un jeu qui va avoir une sortie internationale. Le stand Taifu proposait un catalogue toujours aussi sulfureux, définitivement pas pour les enfants. Juste à côté, Ototo présentait entre autres les mangas de Spice & Wolf et Sword Art Online. C'est là qu'on pouvait rencontrer un nouvel éditeur, présent avec quelques surprises. Fab Édition, qui est une nouvelle maison d'édition spécialisée dans le light novel. Donc le light novel, c'est les romans jeunesse japonais. Et donc là, on a sorti nos 2 premiers romans très récemment, qui sont Sword Art Online et Spice & Wolf, donc qui viennent toujours de sortir. Alors c'est vrai qu'il y avait eu des essais qui avaient été tentés quelques années auparavant et ça n'a pas vraiment été concluant. Donc nous on a une approche assez différente en vraiment se focalisant sur le public fan qui attendait énormément les light novels, donc ces romans japonais, et tout en gardant un aspect grand public pour pouvoir attirer un maximum de personnes, donc à la fois les fans de light novel, de la culture japonaise, de manga, mais aussi le lecteur plus classique de romans. On sait qu'en France, voilà, il y a des très grands lecteurs, on a une culture du roman et de la lecture, donc on sait qu'il y avait un marché pour ça. Et donc c'est vrai qu'on s'y est lancé avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, notamment autour de la fanbase qui est très grande et très virulente sur Internet. Donc on sait qu'il y a une très grosse attente. Et donc on va pas le cacher et dire que ce n'est pas difficile. Bien sûr que c'est difficile, mais nous on est passionnés, on aime ce qu'on fait, on a vraiment envie de développer le light novel en France. Et pour ça, on met tous les moyens qui nous sont disponibles pour y arriver. Japan Expo permet de croiser naturellement de nombreux invités japonais, mais aussi des auteurs français ayant suivi tout type de parcours, que ce soit des artistes venus du milieu du fanzina ou ayant roulé leur boss autrement. Ce qui est certain, c'est que désormais les influences sont intégrées et parfois sont dépassées. Si les accidents de parcours du style manga ornent encore parfois malheureusement les murs du métro ou une aire d'autoroute, une génération de dessinateurs ne se force plus à ressembler à du manga. Ils font naturellement ce qu'ils ont envie de faire, avec un public également plus enclin à accepter ces formes métissées de bande dessinée. Du côté d'Ankama, un auteur jeunesse profitait du salon pour présenter son spin-off tout mignon de l'univers de Dofus. Ça parle des familiers dans Dofus, les petits animaux qui accompagnent les joueurs. Et donc l'histoire, c'est une petite mamie, qui s'appelle Mémé tout simplement, qui accueille les familiers blessés et abandonnés dans son refuge. Et en fait, elle s'en occupe tellement bien que les familiers ne veulent plus partir en fait.
Pierre Walsh est un dessinateur jeunesse qui publie régulièrement des albums chez Vent d'Ouest ou encore aux éditions Malaka depuis 7 ans, mais c'est la première fois qu'il s'aventure chez Ankama. Si à la base ils voulaient, avec le dessinateur Mig, s'orienter vers un projet nettement plus ressemblant à un manga, ils se sont finalement dirigés vers autre chose. Il y a une petite mémé qui lui a tapé dans l'œil. Ça lui est venu une idée comme ça de faire justement ce refuge avec cette mamie. Et donc on est parti là-dessus et on a publié les premières pages dans le Dofus Mag. Ça a duré 2 ans comme ça, avec à peu près 2 pages tous les mois. Et puis donc l'album est sorti. Le dessin est rond, mignon, accessible. Tout pour être charmant pour un public assez jeune, d'autant plus si le lecteur est accro à l'univers du jeu d'Ankama. Le public a donc fait un bon accueil à Dofus Pets durant Japan Expo. Pour autant, s'approprier un univers aussi riche que Dofus peut être à double tranchant. C'est aussi s'exposer aux attentes d'un lectorat qui pourrait être exigeant. Il y a le petit côté pression de l'univers Dofus où personnellement en plus je suis un gros noob, donc il y a un peu la pression de tous les fans et des milliers de joueurs derrière effectivement, et après il y a la chance de justement avoir tous ces joueurs et tous ces lecteurs déjà acquis à la cause Ankama et Dofus, donc c'est vrai qu'on sait qu'il va y avoir des lecteurs, mais on sait qu'il ne faut pas les décevoir non plus. Donc. De nombreux autres artistes présents sur le salon étaient influencés par le manga en revendiquant une parution en noir et blanc par exemple. Glénat, entre un chapeau de paille, des zombies et des ghouls tokyoïtes, présentait aussi sur son stand une auteure française. Vanra est une artiste autodidacte avec une certaine bouteille. Elle présentait sa série Stray Dogs. Très à l'aise, elle parle avec passion de ce qu'elle fait et de son parcours atypique. De cartooniste Toulon aux États-Unis, elle présente depuis très longtemps au public son travail, dans le milieu du fanzina dans un premier temps. Elle a tout d'abord été inspirée par les comics américains. Moi, au tout départ, je suis une artiste qui dessinait que du comics. Alors le truc bien comics, machin, avec les collants et tout, très comics. D'ailleurs, on le voit, je pense, dans mes ancrages, etc. Et dans le cadrage, il y a la partie comics dessous. Après, moi, j'ai découvert le manga, donc plutôt sur le tard, vraiment sur le tard quand j'étais au lycée. Je qualifierais mon style d'un petit peu hybride. Je suis une artiste assez égoïste dans le sens où je mets toujours dans mes histoires, même dans mon style, uniquement ce qui me plaît. Soit chez les autres, soit dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai vécu, etc. Donc dans mon style graphique, j'ai mis donc beaucoup d'éléments comics et les quelques rares éléments manga que j'aimais bien justement dans le genre. Dans Stray Dogs, la dessinatrice revisite le mythe de la bête du Gévaudan en mettant en scène les Lycans et plus particulièrement Toru, un monstre maudit qui combat dans des arènes clandestines qui va croiser le chemin d'Aki, une jeune orpheline. Stray Dogs, c'est une série qui existe depuis 8 ans. Je l'ai montée il y a 8 ans. Donc c'était un fanzine au départ que j'ai proposé au public. Et puis comme ça plaisait énormément aux gens, il y a beaucoup de personnes qui me lisaient, qui m'ont dit t'as qu'à proposer un éditeur, franchement, t'as un bon coup de crayon, il y a beaucoup de gens qui connaissent cette série. Si elle a un retour de son public plutôt positif, elle essuie d'abord beaucoup de refus de la part des éditeurs. Le seul souci, c'est que personne ne me disait vraiment pourquoi je ne voulais pas la prendre en compte. Donc à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en ligne sur un site, un éditeur libre américain qui proposait donc une sorte de tremplin. Et l'intérêt, c'est que les lecteurs pouvaient poster des commentaires, etc. Et puis moi, je voulais vraiment savoir parce que sur Internet, les personnes, elles sont assez cash dans leur réponse. Je voulais qu'on me dise qu'est-ce qui n'allait pas avec mon histoire. Donc j'ai proposé ça en 2011 sur le site de Ink Blazers. Et en 3 mois, Stray Dogs est devenu meilleure série US, manga US, et ceci durant 3 ans. Donc à partir de là, je me suis dit, ma foi, ça plaît là aussi. Je suis venue avec tout ça, et là, à nouveau, j'ai démarché donc, les éditeurs. Elle revient donc à la charge avec une belle notoriété sur le net et un public qui a changé. Après 8 ans de travail sur sa série, elle commence désormais à publier la version définitive de son histoire chez Glénat. C'est une série sur laquelle je bosse depuis 2011, donc là, j'en suis au volume 4. Simplement, ce que j'ai fait, c'est que sur Internet, donc sur le site de Ink Blazers, je proposais uniquement des pages brouillons. Donc en plus, la série avait une très bonne audience, avec juste des pages brouillons, c'est-à-dire pas finies, avec des défauts de proportion énormes, c'est du premier jet, quoi. Et du coup, finalement, donc là, au niveau des volumes, moi j'en suis au niveau du volume 4. Bien sûr, il faudra faire des corrections, etc. Mais là, j'attaque le volume 4. Après, chez Glénat, donc je propose les pages corrigées. Donc, il faut que je me réattarde sur chaque volume pour vraiment apporter, encore une fois, les corrections au niveau des dessins, au niveau des dialogues, etc. Et donc, là, j'en suis à la moitié du volume 2, en sachant que chaque volume, j'ai l'habitude de faire des gros volumes. L'auteur propose en effet des volumes conséquents, dépassant les 300 pages à chaque fois. Sa manière de travailler assez flexible lui permet d'entretenir son lectorat régulièrement avec la suite de son histoire, tout en assurant une qualité graphique très poussée pour son édition physique définitive.
Si ce n'est pas un rythme à la japonaise, pour une seule artiste, il y a de quoi s'occuper. Il faut au moins 6 mois par volume quand même, entre comment ça s'appelle, la correction, etc., si on fait vraiment du bon travail. Après, c'est vrai que moi, quand j'étais sur le site de InBlazers, j'y suis toujours d'ailleurs, mais bon, quand je publiais là-dessus, j'avais une audience qui m'obligeait à avoir un certain débit de pages par mois, ce qui fait que je devais faire comme à l'américaine, à savoir 30 pages par mois minimum. Voilà, ce qui est tout à fait faisable, mais effectivement, c'est pour ça que j'ai des volumes aussi gros en France, et c'est pour ça aussi que ça me gêne pas de travailler là-dessus à plein temps, parce que, encore une fois, il y a de la matière qui a déjà été faite. Stray Dogs est une histoire de persévérance pour son auteur. À force de travailler son œuvre, de chercher à s'améliorer, elle a fini par convaincre le public, son éditeur, tout en restant fidèle à l'histoire qu'elle voulait raconter à la base. Ne baissez jamais les bras à la première occasion. Moi, honnêtement, encore une fois, rien que pour Stray Dogs, le nombre de refus et de refus très sévères que je me suis pris, si je m'étais arrêtée à le premier commentaire en me disant bon ça va, lui il a trouvé mon dessin trop nul et l'histoire trop pourrie, ça marchera jamais. Non, c'est si vous avez un projet, gardez-le sous le coude. Beaucoup de personnes, que ce soit par, je pense, ignorance ou par goût tout simplement, ça ne plaît pas à tout le monde le sujet que vous avez pris. C'est normal, il faut des goûts sur tout. Vont vous dire, vont peut-être vous décourager et peut-être bien vous décourager ou chercher à vous décourager. Je pars du principe que si vous avez un projet auquel vous croyez assez, normalement, ça vous donne la motivation de vous poursuivre parce que c'est votre bébé. Donc finalement, vous allez le porter le plus loin que vous pouvez parce que c'est ce que vous aimez, parce que c'est à vous. C'est simple, malgré les difficultés, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut se faire plaisir et faire plaisir au lecteur. Honnêtement, s'ils veulent lire Stray Dogs, si jamais ils peuvent prendre autant de plaisir que j'en ai eu à le dessiner, là mon objectif il est atteint. Allez, on perd pas le rythme, on enchaîne, il reste des choses à voir, que diable. Quoi? Il fait chaud? Mais c'est normal, c'est Japan Expo. C'est que maintenant que vous vous en rendez compte? Allez, courage, c'est bientôt la fin. Bon d'accord, on fait une pause. On commence peut-être déjà à se décomposer, mais pour finir le tour des stands animés manga, on découvrira qu'il y a plus cruel que la mort. Non, ce n'est pas faire des free hugs à des cosplayers poisseux, il faut savoir rester humain tout de même. Pour obtenir une réponse plus poussée, on ira le demander à 2 mangaka, Saimura Tsukasa et Takahashi Kozo, qui publient un manga de zombies indé chez Glénat. L'année dernière, à Japan Expo, il y avait Funashi. Vous savez, cette poire magique, cette fée poire qui est un petit peu la coqueluche du Japon, en tout cas vraiment qui était hyper populaire. Et donc cette année, malheureusement, Funashi n'a pas pu venir à Japan Expo. Mais par contre, une fois encore, Yoshiki nous a fait l'honneur de sa présence. Toujours aussi charismatique, la rockstar nous a accordé une interview exclusive. Yoshiki vient cette année à Japan Expo. La nouvelle est tombée à la dernière minute. Le 22 juin, on apprenait que le leader de X Japan allait faire le déplacement. Mais pas de concert prévu, ni showcase, ni dédicace. Non, Yoshiki est venu pour faire une annonce qui lui tient à cœur. そうですね、新しいアルバムが出るということをアナウンスしにここに来ました。So we've been recording our album for a long time. So we are releasing our X Japan's new album. Actually, first time in 20 years. It's coming March 11th. I just wanted to share this big news here in Japan Expo because Japan Expo has been always a great friend of mine. やはりそのジャパンエクスポというのはとても自分にとって、特別な、場所なので、イベントなので、最初にここでアナウンスしたいなっていうふうに思いました。Merci beaucoup. The honor is for us. Thank you so much. Un nouvel album, et ce n'est pas rien. Le dernier, Dahlia, est sorti en 96. Ça fait 20 ans quand même. Et depuis la reformation du groupe en 2008, les fans attendaient cet album maintes fois annoncé et reporté. Certains finissaient même par ne plus trop y croire. いろんな思いがあったんですけど、やはりその昔のアルバムというのはもう約20年前で、ダリアってアルバムを出したんですけど、当時はヒデもいたり、その前のアルバムは、このジェラシーってアルバムで、タイジがいたりっていう、今回そのヒデ、タイジがいなくなって、そうですね、で新しいメンバー、杉蔵、はい、そして、ヒースはもうダリアから入ってますけど、ヒースが入って、どういうアルバムを作ろうかというのをいろいろ悩んで試行錯誤して苦しみもがいて、
その度にできては壊しできては壊しというその作業を繰り返しながら、もう出ないんじゃないかなみたいに思いながら、でもついになんかその光が見えたというか、やっとアルバムを出すんだなっていう、出さなきゃいけないんだなっていうところで、そうですね、当時はあとこれは世界デビュー版っていう考え方で、半分は昔の曲半分は新曲みたいな考えてたんですけど、やはりちゃんとしたものを作りたいということで全て新曲で、新しいアルバムというですね、ここに至るわけです。はい。Mais ce n'est pas tout. Pour accompagner la sortie de l'album dont le titre n'a pas encore été révélé, un concert à Wembley est prévu pour mars 2016, ainsi qu'un documentaire sur l'histoire de X-Japan. As well as we've been filming documentary film for a long time. À la production du documentaire, on retrouve John Batsek, qui avait déjà produit le magnifique documentaire chez German. それはX-Japan の全てが詰まったというか、どうやって僕とトシが出会ったのか、どうして僕なんかがロックを始めたのかっていうところから、自分の父親の自殺ですね、死であったり、そしてメンバーがどうやって集まったのか、そしてどうやって X-Japan が当時 X ですか、X が東京ドームを何回もできるまでになったのか、どうやってデビューしたのかってことから、ヒデが死んでしまったこととか、大治の死とかっていう、そしてどうしてまたそれを乗り越えてまたメンバーが再結成したのか、どうしてそのバンドが海外ツアーを回り始めたのか、そしてマジソンスクエアガーデンも行ったのかっていう、そういう全てを、詰め込んだドラマ仕立てとかドラマが詰め込んだフィルムですね。ミュージックビデオというよりもライフストーリーみたいな X-Japan の全てを出すというようなフィルムになります。とてもね、ペインフォープロセスというかX-Japan って悲劇が多かったので、なかなかその銅を自分でも開けたくなかったんですけど、やはりそのエージェントにこのストーリーは世界に伝えるべきだということで説得されまして、その中でいろんなプロデューサーを紹介していただいて、そしてプロデューサー経由で監督とかいろんな方とお会いして今のメンバーになったって感じですかね。Mais on ne pouvait pas laisser partir Yoshiki sans lui parler de ce fameux tweet qui a affolé tous les fans de X-Japan. Après avoir tweeté que le groupe allait se séparer, il dément ensuite. Mais que s'est-il passé exactement? I was just daydreaming or dreaming. Yeah. Tweet was scary. 寝ぼけてる時 I was half sleeping. I was tweeting. So I woke up and the world is even X-Japan's members calling me, what's going on? What did I say? So よく覚えてないんですけど、ストレスが溜まってたんですかね、わかんないですけど、自分では別にどうってことなかったんですけど。Oui, une interview exclusive parce qu'il n'y avait que nous dans la salle à ce moment-là. Après, on n'est pas les seuls à avoir une interview, mais celle-là, elle était rien pour nous. Donc quelque part, on a eu l'exclusivité de cette interview. Après, s'il dit la même chose aux autres gens, alors là, c'est pas de notre faute. Je crois qu'on peut le dire, il y avait beaucoup de choses à voir, à entendre et même à interagir en ce samedi de Japan Expo édition 2015. Bon, pour moi, ça restera la Japan Expo du dernier J-Top de Caroline, ça restera le Japan Expo où on a pu parler un petit peu de No Life, les aventures. Une fois de plus, voilà, c'était l'occasion de vous rencontrer, donc on espère que No Life sera encore debout l'année prochaine. En tout cas, merci encore pour votre soutien et vos encouragements et je vous dis à bientôt. Merci Josaudio, super prestation, comme d'habitude. On devrait t'appeler Josaudience tellement tu captives les gens. Et celle-là, je sais que tu l'apprécies. Dans les prochaines chroniques, tiens-toi bien. Un sujet sur le concours European Cosplay Gathering. Un live avec l'interview des Dempagumi. Une interview de Yoshida-san, le chef de FF14 Reborn. Une autre interview d'Akamatsuken, c'est le mec qui fait Lovina. Et enfin, un live report de Vamps. Bah ouais, nous on donne.